Crans-Montana, c'est un forum auquel vous avez pris part dans de nombreuses sessions. On va parler de la dernière session qui concerne justement l'Union africaine. Mais quel est l'intérêt pour vous de participer à ce forum qui traite des enjeux internationaux, des enjeux géostratégiques, notamment en relation avec le continent africain? Merci beaucoup. Bon, comme vous avez dit, c'est la 36e session du forum. Donc ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un forum qui date depuis 86 ou 87. Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'être invité avant, mais je n'ai pas eu l'opportunité de participer. Cette fois-ci, quand même, je me réjouis d'être là. D'abord parce que je suis invité d'honneur pour être décoré cet après-midi. Mais aussi parmi les panels, les échanges qu'il y a eu, c'est quand même d'une importance capitale, qui a fait qu'effectivement ma présence ici, par rapport à l'expérience que j'ai, d'une façon modeste, ou l'expérience que j'ai par rapport à la présidence africaine que j'ai occupée l'année dernière, même en tant que président d'un pays étant insulaire au développement, je pense que c'est très important. On a abordé des thèmes très importants, structurants, on a fait des échanges très important, comme je viens d'en conclure. J'espère qu'on saura établir une synthèse pour voir comment on va assurer le suivi de cette synthèse. D'autant plus que c'est tous les ans qu'il y a la session, donc pourquoi pas l'année prochaine, lorsqu'on va se retrouver, qu'on dit voilà tel point qu'on a discuté, où est-ce qu'on en est. Donc très sincèrement, j'étais très ravi de la façon dont c'est passé, donc c'est pourquoi je remercie les organisations du forum, mais aussi les responsables du Royaume de Belgique qui nous ont accordé quand même, ont accueilli de façon à ce qu'on a été tellement serein pour pouvoir travailler. Alors, il y a eu vous avez présidé un panel consacré justement à l'Union africaine. C'est une institution que vous connaissez bien puisque vous avez été président en exercice il n'y a pas si longtemps de cette institution panafricaine. Quels sont les enseignements, les conclusions à tirer à l'issue de ce panel? Les conclusions qu'on a tirées, effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle, puisqu'on connaissait l'Afrique par rapport à un continent qui a été un peu envahi d'une façon politique. Et qu'à partir des années 60, on a pris l'indépendance. Mais c'est une indépendance politique. Mais concrètement parlant, on dépendait malheureusement des autres partenaires. Donc aujourd'hui, comme on vient de réclamer, ça fait bien longtemps, moi aussi, quand j'étais président africaine, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ZLECAf, que j'avais la responsabilité d'accélérer, c'est comment aujourd'hui l'Afrique, avec tout ce qu'il regorge de potentialités humaines et matérielles, il peut se faire entendre sur l'ensemble du monde entier. D'autant plus que non seulement on a les ressources humaines et le capital matériel, mais aussi on dit que d'ici la fin du siècle, un homme sur 4 sera un Africain. Donc on aura quand même un marché très considérable. Donc tous ces atouts-là, on a discuté pour faire en sorte qu'effectivement, comment intéresser les investisseurs pour venir investir en Afrique, mais surtout comment aujourd'hui il y a un relais, c'est-à-dire on forme des jeunes de façon à ce que les investisseurs qui viennent investir en Afrique connaissent des jeunes qui en tirent l'expérience et qu'ils prennent le relais. Et que pourquoi pas dans 10 ans ou dans 20 ans, que ce soit des Africains qui assurent l'industrialisation de leur continent. En tout cas, on est dans un village unique, on ne peut pas dépendre de soi-même. On est toujours dépendant, mais il faut que cette dépendance-là soit positive par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on a toujours dit. Maintenant, la compétition, c'est tout à fait normal, mais il faut qu'elle soit positive, mais pas la compétition qu'on a vécue jusqu'à maintenant. Je pense qu'on doit tirer leçon. En tout cas, tous les forums, tous les assises, tous les sommets qu'on fait, on parle le même langage. Maintenant, c'est à nous de voir comment réellement on peut concrétiser ce qu'on dit pour que ça soit une réalité. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une crise des institutions régionales, même de l'institution panafricaine que vous avez présidée? Bon, je n'appelle pas ça crise, moi. Donc, c'est vrai. Donc, c'est le mot qui est mal placé. Mais les antagonismes, les tiraillements, les différences de vues, les différences de vues et de convictions, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On aura beau être même père, même mère, mais on est différents. Mais le plus, c'est comment se concentrer sur ce qui nous unit pour l'intérêt de nous tous. Donc effectivement, l'Union africaine, qui était avant l'OIA et qui à partir de 2000
En Libye, on a transformé une africaine. On a fait un contexte nouveau par rapport à la gestion africaine. Effectivement, depuis 2000 maintenant, ça fait 24 ans. Donc on doit tirer les leçons. Pour voir d'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une femme qui est chargée de l'industrie et de l'agriculture, effectivement qui se plaide que à la commission dont il préside, il y a peu de gens pour travailler. Donc maintenant, c'est le moment de tirer les leçons pour améliorer. Mais vous parliez de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, hein, qui a précédé l'Union africaine. Mais l'objectif au départ, c'était l'intégration continentale et l'unité de ce continent. Mais le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que le continent africain, c'est un continent qui est divisé. Et la division, même parfois, elle est entretenue par des institutions sous-régionales. On a pu observer ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, entre la CEDEAO et les pays de l'AES aujourd'hui. Madame, rassurez-vous, comme je l'ai dit, des divisions, oui. On n'a pas le monopole. Qu'est-ce qui se passe en Europe avec le Brexit? Qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud? Qu'est-ce qui se passe en Asie? On n'a pas le monopole de la division. Moi, ce que je dis, c'est une division qu'il faut tirer effectivement les côtés négatifs et voir comment on peut rassembler les côtés positifs. La réalité, madame, on aura beau être africain, mais on vit dans des milieux différents d'une façon environnementale, que ce soit l'environnement du climat ou l'environnement de la vie sociale. Et ce qui fait qu'il m'a voulu rassembler les gens de force, là, c'est une erreur. Mais il faut essayer de voir, c'est ce qu'on dit par rapport au problème qu'on a avec le problème d'architecture financière, c'est qu'on prend un plan européen, on veut l'imposer en Afrique, alors que ce n'est pas le même contexte. Quel est le contexte administratif, financier africain pour qu'effectivement ce projet européen puisse s'adapter pour que ça soit positif? Sinon, ce qui s'est passé quoi? Ceux qui viennent là-bas, ils n'arrivent pas à intégrer le système. 4 ans après, ils partent avec l'argent. On ne fait rien. Donc effectivement, cette division dont vous parlez, bon, c'est vrai, c'est une division parce qu'on a essayé de rassembler, nos ancêtres ont voulu de faire une unité africaine, donc ça n'a pas eu lieu. Donc on a l'Union africaine, on a ce qu'on appelle les CER, les communautés économiques régionales. Effectivement, c'est une façon aussi de rassembler. C'est-à-dire on a 7 CER qui se rassemblent dans les pays, par exemple, de l'Afrique de l'Est, on est ensemble, on travaille. D'ailleurs, dans les ZLECAf, on va commencer par les CER. Et puis, si on se rassemble comme ça, comment ne pas rassembler l'Afrique d'une façon socio-économique? Et c'est ça le secret de la ZLECAf. Par exemple, à la politique, effectivement, les pays sont souverains. Donc, chacun il a ce français. Mais je pense que sur le plan socio-économique, il y a une unité socio-économique qui fait qu'on n'a pas le choix, on doit être ensemble pour un meilleur avenir des générations à venir. Et concernant l'Union africaine, il y a deux enjeux majeurs aujourd'hui. D'abord, la réforme de l'Union africaine, qu'appellent de leur vœu plusieurs chefs d'État africains. D'abord, vous, est-ce que vous en faites partie? Et quelles doivent être les orientations de cette réforme à venir? Écoute, il y a 2 orientations. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est que malheureusement, sur le plan financement, on dépend des dons extérieurs. On dit chez nous que les pays commandent. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être autonome sur le plan financier. Donc, parmi les réformes qui ont été faites, c'est qu'effectivement, les États puissent contribuer par rapport au financement, à la gestion de notre organisation. Bon, ça, je crois que c'est capital. Il faut qu'on arrive par rapport à ça. La deuxième, c'est ça, c'est que sur le plan du travail, aujourd'hui, comment on peut faire en sorte qu'on ait une unité de travail, sans parler de la politique. Qu'aujourd'hui, on aura beau être capitaliste ou socialiste, comme on veut, mais qu'on a une économie, effectivement, qui, par rapport à l'environnement, elle est similaire. Pourquoi ne pas s'unir? Je prends l'exemple de l'Afrique de l'Est. Nous, par exemple, en Moroni, on a des cultures de menthe, la vanille, le girofle lang-lang. Mais la même culture est en Tanzanie, et au Kenya, et à Madagascar. Donc, comment faire en sorte que demain, si on a un investisseur qui vient transformer ses produits, mais que ça ne soit pas uniquement aux Comores, mais comment faire en sorte qu'effectivement, la transformation qu'on fasse, on prend tous ces pays-là qui acceptent à ce qu'on va transformer ensemble. À partir de là, c'est tout le monde qui en gagne. Voilà les réformes qu'on est en train de mettre en place. C'est comment faire en sorte que l'Union africaine peut être concrète, pratique
par rapport à l'intérêt de l'Afrique. Ce que vous nous dites, en substance, c'est qu'aujourd'hui, l'Union africaine n'est pas une institution indépendante, puisqu'elle dépend financièrement de l'extérieur. Comment est-ce que ça peut être possible, ça? Une institution panafricaine qui n'est pas dépendante, donc qui est sous influence extérieure? Écoutez, la question que vous posez, c'est un constat. Comment c'est possible? C'est un constat. On a mis une africaine, effectivement, on a demandé au pays de cotiser. Et c'est vrai par rapport aux possibilités des pays, il y en a qui arrivent, qui n'arrivent pas. On a été obligé, effectivement, de demander des appuis extérieurs. Mais effectivement, ceux qui appuient à l'extérieur, bon, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et c'est pourquoi maintenant, il va falloir faire en sorte qu'effectivement, cette dépendance économique soit là, pour qu'on puisse se faire entendre, d'autant plus qu'effectivement, la chance qu'on a eue d'adhérer au G20 dernièrement en 2023, et que nous, on plaide aussi pour adhérer au Conseil de sécurité, bien en ce temps-là, il va falloir qu'on soit autonome pour pouvoir se faire entendre. Pas s'imposer, mais pouvoir se faire entendre. Et demain, si on hésite, pourquoi pas? Mais au moins qu'on soit capable, le minimum nécessaire, qu'on puisse l'assumer nous-mêmes. Et puis, si on hésite dans ce temps-là, ce n'est pas pour le fonctionnement de l'Union africaine, mais c'est pour l'investissement. Dans le aujourd'hui, l'Union européenne, l'Amérique du Sud, les États-Unis, par rapport au sommet qu'on fait, s'ils veulent nous aider, ce n'est pas pour le fonctionnement de l'Union africaine dans l'administration. C'est pour nous aider à ce qu'on puisse capitaliser les ressources dont regorge le continent pour l'intérêt de nos... Et vous le dites, l'Union africaine est membre du G20. Mais est-ce qu'elle pèse réellement sur le plan diplomatique, sur la scène diplomatique internationale? Et est-ce elle représente, elle est assez représentative finalement de ce continent africain au sein du G20? Oui. Le G20 qui est composé donc de pays de puissance mondiale, mais aussi de l'Union européenne. En tout cas, ça fait belle lurette qu'on a plaidé pour y rentrer. Bon, j'ai eu la chance, quand j'étais président, ça a été accepté. Mes prédécesseurs ont lutté pour ça. Mais je pense que le G20, s'il a accepté là, il a accepté, c'est parce qu'il sent que nous, on a un intérêt enfin, on peut contribuer dans le cadre du G20. C'est pourquoi il a accepté. La question que vous avez posée, moi je l'ai posée, je le dis. Maintenant, c'est à nous de nous s'asseoir pour voir comment on peut capitaliser cette adhésion au G20. Il ne faut pas que ce soit pour la forme. Aujourd'hui, l'Afrique est membre du G20. Effectivement, ce sont les grands décideurs économiques du monde. Comment nous, on peut avoir une voix prépondérante par rapport à ce agenda? Je pense, parce que c'est des gens quand même de haut niveau, ils ont compris que si on a voulu adhérer, et que nous, effectivement, on va falloir se faire entendre. Là, ils s'attendent. Maintenant, c'est à nous de voir la manière de nous faire entendre d'une façon concrète, de façon à ce qu'effectivement, on force le respect. Et que nous, on ne regrette pas d'avoir adhéré, et qu'eux aussi, ils ne regrettent pas de n'avoir accepté qu'on soit membre du G20. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, que l'Union africaine fait fausse route? Il y a effectivement le G20, mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'enjeu principal, c'est vraiment de pouvoir compter, notamment au sein du Conseil de sécurité onusien. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on ne sait pas quand, finalement, il y aura un pays africain qui deviendra un jour membre permanent. Et puis, parallèlement, on voit aussi le continent basculer vers le sud global. Et ce que l'on constate, c'est que le continent africain, les pays africains, semblent plus à l'aise dans ce cercle du sud global. Qu'en pensez-vous? Écoutez, mais si on est au sud, on va aller au nord. On est au sud, on va aller au nord. C'est vrai, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on a appelé cette coopération au sud. Donc ça a été, je dirais, un mot politique pour essayer de voir comment on peut contrer les influences occidentales du Nord. Mais je pense que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir effectivement capitaliser. Donc cette coopération au Sud doit être en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, comme on a été accepté comme membre du G20, et c'est un groupe qui regroupe beaucoup d'Occidentaux, et qu'on est là, ça veut dire que là, ils ont accepté l'intégration. Et ça, c'est un très bon pas par rapport à la prochaine adhésion au Conseil de sécurité. Bon. Mais là, très sincèrement, le Conseil de sécurité, il y a beaucoup de questions à se poser. Si aujourd'hui, les membres du Conseil de sécurité, ce sont les mêmes qui sont les responsables, les complices dans tout ce qui est atteinte à l'ordre international, bon, on va adhérer, mais peut-être pour poser la question. Aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, un pays comme la Russie, un problème qui est posé, ils mettent le veto pour l'intérêt de leur pays, mais pas pour l'intérêt global.
Donc effectivement, cette question s'est posée. On veut être là pour avoir la parole, mais c'est vrai, le fonctionnement du Conseil de sécurité, quand même, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on attend. Nous, on attendait à ce que c'est un organe qui est là pour donner des solutions aux problèmes qui se posent, mais pas pour poser des problèmes. Jusqu'alors, on n'arrive pas à trouver une solution au conflit russe-Ukraine parce que la Russie oppose son veto. Le problème de Gaza à Israël, il n'y a pas de solution parce que les États-Unis opposent le veto. Ben, à quoi bon déterminer du Conseil de sécurité? Si ce n'est pas pour donner une solution au problème, mais c'est pour renforcer les problèmes. Effectivement, une très bonne question, mais je pense qu'il faut être là dans les discussions. Il ne faut pas être absent. C'est en étant au Conseil qu'on peut poser ce problème pour essayer de voir comment on peut y trouver une solution à ce qu'effectivement l'ONU, quand même c'est une organisation, on dira tout ce qu'on voudra, mais quand même une organisation très importante, le Conseil de sécurité, et qu'il soit là pour l'intérêt du monde, surtout en matière de paix et de sécurité. Et c'est vrai qu'on entend très peu les puissances mondiales poser des actes concrets pour permettre au continent africain d'être représenté au sein du Conseil de sécurité, mis à part objectivement la Russie, qui s'est ouvertement engagée justement à soutenir le continent africain dans ce sens. Aussi, s'il y a des pays européens qui sont d'accord pour vous appuyer de ce côté-là, bon, effectivement, vous avez dit la Russie, mais je pense qu'on est en train de faire les plaidoyeries. C'est à nous d'être pédagogues, de voir convaincre ces gens-là. Pour savoir qu'on ne va pas là pour nous trahir, mais on est là pour essayer de voir comment on peut ensemble, être ensemble pour essayer d'affronter les défis qu'il y a demain, surtout les défis du climat. Parce que les défis qui ne s'invitent pas, mais qu'on subit. Bon, maintenant, le défi de la sécurité, tout ça, c'est nous qui créons le problème de sécurité. Mais comment? Et c'est donc l'insécurité, c'est moins difficile à résoudre que le climat. Et c'est pourquoi cette unité, puisque le climat n'épargne aucun pays au monde, donc cette sécurité, d'avoir ensemble pour voir les intérêts, je pense que c'est très important. Et c'est vrai, donc il y a des réticences, mais nous, on ne va pas baisser le bras, on va aller de l'avant pour qu'on puisse être accepté. J'ai une dernière question qui concerne l'Union africaine. Ça concerne l'exécutif, justement. Ça doit entrer dans le cadre de la réforme, modifier l'exécutif de l'Union africaine. L'exécutif, de quel exécutif parlez-vous? Il y a le Conseil de paix et de sécurité, les différents organes de cette organisation. Non, mais c'est un travail quotidien. Bon, ce que vous dites, c'est que le président Kagame a proposé une forme d'architecture qu'on a commencé à mettre en place. Effectivement, bon, on va essayer de voir au fur et à mesure la mise en place. Bon, comme la dame qui était tout à l'heure plaidait, qu'il y a des commissions qui sont quand même très serrées par rapport à leur mission, comment faire de l'extension à ces commissions-là. Donc c'est des constats qu'on va voir pour essayer de voir. On peut effectivement élargir pour beaucoup plus d'efficacité. Mais c'est vrai par rapport à ces commissions, il y a des commissions dont la mission nécessite beaucoup plus de personnes, mais il y a des commissions que peut-être, s'il y a beaucoup, il faut réduire pour beaucoup plus d'efficacité. Je vais terminer sur une question d'actualité qui concerne votre pays, les Comores. Ça concerne d'ailleurs la question du droit du sol à Mayotte. Et cette question, elle semble avoir relancé de votre côté le débat sur l'appartenance de Mayotte aux Comores, puisqu'il y a un communiqué de l'un des membres du gouvernement de votre pays qui a publié ce communiqué et qui a affirmé que finalement les Comores pouvaient revendiquer Mayotte en raison justement de cette question du droit du sol qui fait l'actualité aujourd'hui. On pensait que cette question elle était réglée entre vous et la France. Comment vous pensez qu'elle est réglée? Elle n'est pas réglée. Ça, ce n'est pas un débat. Mayotte est comorienne. Bon, la France, on n'est pas Zelensky, on n'a pas les moyens d'affronter la France par la force. L'Algérie était un département, mais il a combattu par la force pour avoir l'indépendance. Donc on était au territoire d'outre-mer. Ça aurait été moins difficile que les départements. Mais néanmoins, on ne baisse pas les bras. Donc maintenant, ce qu'on veut essayer de convaincre aux Français et aux Mahorais, que c'est uni qu'on peut mieux faire. Mais si on se divise, c'est personne qui va en gagner. Donc Mayotte et Comoriens, ça, il n'y a pas de débat. Donc bon, je ne sais pas quoi vous dire, on revendique à chaque fois. Mais bon, maintenant... les résolutions des Nations Unies avec le Conseil de sécurité où la France a un droit de veto, à quoi bon d'envoyer. Maintenant, nous, on change de formule. Au lieu de beaucoup parler, quels sont les actes? C'est pourquoi, avec la France, on a engagé des dialogues, avec les Mahorais aussi, parce que les Mahorais sont concernés, parce que ça fait 50 ans que les Mahorais ils dépendent de la France.
Donc maintenant, on ne peut rien discuter sans que les Mahorais soient là. Ce qui est intéressant, c'est que les Mahorais acceptent que nous, on est unis dans la culture, la religion et l'histoire. Maintenant, c'est le politique qui nous sépare et j'ose espérer qu'on peut trouver une solution à ce problème. Vous suivez l'actualité en France. Est-ce qu'une percée du Rassemblement national vous inquiète? Parce que cela pourrait conduire à un durcissement, justement, de la politique vis-à-vis des migrants, notamment comoriens, voire même des expulsions massives vers votre pays. Là, il y a un contraste qui me fait lire, qui me fait rire. Aujourd'hui, le RN veut prendre Mayotte, mais il veut exclure les Comoriens qui sont en France. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Ben, s'il ne veut pas les Comoriens, qu'il nous donne Mayotte. Mais aujourd'hui, comment il peut prendre Mayotte et ne pas voir des Comoriens qui sont en France? Ça n'a pas de sens. Enfin, le problème reste c'est général, c'est pour l'immigration, pour tout le monde. Mais le problème de Mayotte, effectivement, nous on a vu Marie Le Pen qui est à Mayotte pour voir que les Mahorais sont eux, alors qu'on connaît sa politique. Donc ça, c'est la politique de France. Nous, on n'y rentre pas là-dedans. En tout cas, toute autorité qui viendra en France, on va lui dire fermement que Mayotte appartient aux Comores et que c'est pour votre intérêt géopolitique, géostratégique, que les 4 îles se retrouvent pour un partenariat sincère avec la France. Merci beaucoup, Monsieur Azali Assoumani. Je rappelle que vous êtes le président des Comores. Merci pour m'avoir consacré un peu de temps et répondre donc à ces questions. C'est moi qui remercie. Merci beaucoup.